Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de l'Expatriation. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'en profite aussi pour accueillir toutes les personnes qui sont avec nous connectées en ligne. En quelques mots, la Maison de l'Expatriation, c'est un lieu convivial qui vous accompagne en fait dans votre projet d'expatriation ou de retour en France. Et en parallèle de ces rendez-vous qu'on propose en individuel, on organise aussi des conférences comme aujourd'hui. Et le thème de ce soir, c'est le droit du travail, la fiscalité et la protection sociale en expatriation. Et donc, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir donc, Rachida Kassi de la CFE, Julie Régnier et Julie Denonfou du cabinet Deloitte. Merci d'être avec nous et bonne conférence. Merci. Merci. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis d'être présentes. Julie et moi faisons partie du cabinet Deloitte Société d'avocats. Donc, nous sommes de Lyon et nous sommes venus spécialement pour vous ce soir pour vous parler de mobilité internationale et plus spécifiquement de protection sociale. Donc, on va commencer avec, pour situer un petit peu le contexte, avec ce que nous appelons, dans le jargon, la grille de lecture de la mobilité internationale. La mobilité internationale est une matière qui regroupe plusieurs domaines juridiques et fiscaux. C'est une matière qui est enseignée en tant que telle depuis peu de temps. C'est une matière très transversale puisque, comme vous le voyez, elle regroupe le droit de l'immigration, le droit du travail, la fiscalité personnelle et également la sécurité sociale, sujet qui va nous intéresser ce soir. Donc, quand on accueille des salariés de l'étranger en France ou quand on envoie des salariés depuis la France vers l'étranger, il faut qu'on puisse répondre à toutes ces questions et qu'on puisse effectivement rassurer les personnes en situation de mobilité internationale pour pouvoir ficeler les transferts et faire en sorte que tout se passe bien. Les premières questions à se poser concernent le droit de l'immigration. Quelles sont les formalités à accomplir par rapport au pays d'accueil des personnes qui se trouvent en situation de mobilité internationale? Et c'est une matière qui s'anticipe, et c'est la matière que vous devez anticiper le plus possible, parce qu'effectivement, il y a toujours des délais incompressibles d'analyse des dossiers, que ce soit pour l'obtention de visa, de permis de travail ou de permis de résidence. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau des formalités à accomplir, que ce soit pour le salarié en situation de mobilité ou pour la famille accompagnante. On l'oublie souvent. Et la principale question à se poser, c'est quelle est la nationalité du salarié qui va être en situation de mobilité internationale et de la famille accompagnante pour pouvoir accomplir les formalités. Deuxième point et deuxième domaine de la mobilité internationale, c'est le droit du travail. Le droit du travail, puisque effectivement, quand vous avez un salarié en situation de mobilité internationale, qui par nature a un contrat de travail avec l'entité d'origine et qui va être envoyé dans une entité d'accueil, il faut bien entendu aussi prévoir dans un avenant de contrat de travail, que ce soit un avenant français si c'est un salarié français qui parle international ou un salarié étranger qui vit en France, il faut prévoir les conditions de sa mobilité, mais également les conditions de retour. Et on n'y pense pas toujours. Donc ça, c'est très important. Donc ça aussi, c'est une formalité très importante et à anticiper dans le cadre d'un mouvement à l'international. Et puis, on a aussi parfois des formalités à accomplir dans le pays d'accueil qui sont obligatoires et d'où l'importance, parfois ou pas, et d'où l'obligation d'avoir un contrat de travail avec l'entité d'accueil qui peut être imposé en fonction des législations locales. Donc ça aussi, c'est un point d'anticipation à avoir en tête pour les situations de mobilité. Le troisième point de la mobilité internationale, c'est la fiscalité internationale, la fiscalité personnelle, pardon. Puisque, vous vous en doutez, quand on a une personne qui bouge à l'international, on peut avoir, et très souvent c'est le cas, une rupture de la résidence fiscale qui va être transférée du pays d'origine vers un pays d'accueil, ou pas, en fonction de la situation, en fonction du droit interne de chaque pays, et au regard également des conventions internationales fiscales qui sont conclues entre la France, si on prend la France comme pays d'origine ou pays d'accueil, et le pays d'origine et le pays d'accueil. Sachez que la France a conclu environ 160 conventions fiscales avec le pays, donc c'est quand même un domaine qui est largement ouvert, mais toutes les conventions fiscales ne se ressemblent pas, d'où l'intérêt et d'où l'importance aussi de bien regarder ce point-là. Donc on a cette question de résidence fiscale
et la question du droit de l'imposition, et évidemment des salaires au regard du lieu d'exercice de l'activité. Mais cette question de fiscalité personnelle se pose également au regard des actifs personnels qui peuvent être détenus par le salarié, par la famille accompagnante. Donc c'est assez global et ce sont des questions récurrentes qui doivent se poser au moment de la mobilité internationale. Et le dernier point qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la protection sociale. Qu'est-ce qu'on va prévoir pour le salarié et sa famille en situation de mobilité internationale? Est-ce qu'on va maintenir la protection sociale du pays d'origine? Est-ce qu'on va basculer sur la protection sociale du pays d'accueil? Est-ce qu'on peut avoir une solution un peu hybride en maintenant la protection sociale de façon volontaire du côté français et en s'affiliant à la protection sociale du pays d'accueil ou pas? Et là, on va parler d'expatriation ou de détachement. Et on va rentrer dans ce niveau de détail un petit peu plus loin, d'ailleurs très rapidement, puisque c'est le sujet qui va nous intéresser. Et dernier point également, qui n'est pas sur cette grille de mobilité, ce sont les impacts au niveau de la paye du salarié, au niveau des bulletins de paye qui devront être effectués, pays d'origine et ou pays d'accueil. Est-ce que le salarié va continuer à être payé par le pays d'origine? Est-ce qu'il va être payé par la société d'accueil? Est-ce qu'on peut mixer les deux? Ce qu'on appelle les situations de split payroll, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc ça, ce sont des questions aussi à se poser et c'est un petit peu l'aboutissement et la finalité de toutes les options qui seront prises sur les 4 domaines qui fondent la mobilité internationale à ce jour. Voilà pour cette entrée en matière. Et on va passer dans le vif du sujet de la sécurité sociale avec Julie. La sécurité sociale. Bonjour et bienvenue à tous. En fait, en matière de sécurité sociale, on a vraiment 2 options qui sont l'expatriation et le détachement. Et les mots sont importants parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler d'expatriation de manière générique, mais en termes de sécurité sociale, ça veut vraiment dire quelque chose de particulier, l'expatriation, et c'est vraiment quelque chose de très différent du détachement. Le principe en matière de mobilité, c'est un principe de territorialité. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi en fiscalité, mais ça s'applique aussi en sécurité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire territorialité? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cotise, si on ne fait rien, on cotise là où on travaille. Je pars travailler en Belgique, si je n'ai rien fait, en fait, du seul fait de travailler sur le territoire belge, j'ai l'obligation de m'affilier et de payer les cotisations belges. À l'inverse, quelqu'un qui vient en France, s'il ne fait rien, il a l'obligation de s'affilier à la sécurité sociale française. Ça, c'est si on ne fait rien. Le détachement, c'est une exception, donc ça va supposer une action, ça va supposer de faire quelque chose. Et cette exception, elle va permettre, dans certains cas ou avant lesquels, de rester affilié à un régime de sécurité sociale, par exemple le régime français, alors même qu'on va aller travailler sur le territoire d'un autre État. Alors, effectivement, si on focus un tout petit peu sur l'expatriation, encore une fois en matière de sécurité sociale, ça va vouloir dire que c'est vraiment la législation locale qui va être compétente. Et ça veut dire que l'employeur, on est dans le cas d'un salarié qui va travailler dans un autre État, c'est vraiment l'employeur, quelle que soit sa nationalité, qui va être, lui, redevable des cotisations sociales dans le pays d'accueil. Ce qui peut avoir des impacts en termes justement de paye. Julien en parlait tout à l'heure. Il va falloir faire une paye dans le pays d'accueil, il va falloir s'affilier, il y a des affiliations qui sont plus ou moins contraignantes, donc c'est à l'instar de l'immigration, les expatriations en matière de sécurité sociale sont des choses qui s'anticipent un petit peu parce que ça ne peut pas toujours être fait dans les 15 jours qui arrivent. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même en gardant un employeur dans le pays d'accueil, ce seront les règles de cotisation et d'assiette du pays d'accueil qui seront applicables. Donc on n'exporte jamais les règles en matière de sécurité sociale dans le pays d'accueil. Quelque chose qui est considéré comme un frais professionnel en France, par exemple, ne sera pas forcément en Belgique, aux États-Unis et inversement. Et puis, qui dit cotisation dans le pays d'accueil dit versement des prestations selon les législations du pays d'accueil également, qui peuvent être très différentes
mieux ou moins bien que le pays d'origine. C'est une affiliation. Voilà, on a des atténuations à cette notion d'expatriation dans certains cas, notamment quand on garde un employeur français. On peut être expatrié d'un point de vue de la sécurité sociale. Donc, par exemple, dans mon exemple, je peux avoir un employeur français, partir travailler en Belgique. Je suis affiliée au régime belge de sécurité sociale, mais le simple fait d'avoir un employeur français fait que certaines affiliations restent obligatoires, notamment la couverture chômage. Alors, avec la Belgique, mon exemple n'est pas très bon, parce qu'en Europe, il y a un système, on en reviendra peut-être plus tard, qui prévoit ce genre de choses. Mais il faut quand même savoir que certaines affiliations peuvent demeurer obligatoires, notamment compte tenu du contrat de travail. En revanche, il y a certaines affiliations qui peuvent être facultatives, c'est ce qui sont les autres, notamment tout ce qui est les assurances privées ou étrangères. Et puis en expatriation, et on verra la différence tout à l'heure avec les détachements, on a toujours une notion de salaire de référence. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. C'est ce qui va permettre, en fait, notamment quand on va commencer à parler de CFE, d'asseoir les cotisations sociales. Quand on est en expatriation, en fait, on va pouvoir... donc, je vous ai dit qu'on est affilié au régime du pays d'accueil. Mais on peut décider, parce qu'on a la chance en France d'avoir ce régime-là, de garder et de maintenir tout ou partie de sa protection sociale. Tout ou partie, c'est-à-dire les risques de maladie, maternité, les accidents du travail, maladies professionnelles, la vieillesse, les familles, la retraite complémentaire et de base. Et tout ça, en fait, ça se fait via des organismes qui sont la Caisse des Français de l'étranger par une partie des risques et des branches que je viens de citer, ou par différents organismes qui sont la COLIR-CAFEX, France Travail International ou certaines assurances privées. Et l'avantage en expatriation, quand on décide de maintenir sa couverture sociale française, c'est que vraiment, vous avez sur ce tableau-là l'équivalent. Vous pouvez reconstituer à l'identique le régime français de protection sociale dans son ensemble. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez choisir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'intégralité de la protection sociale française. Alors, juste pour revenir un petit peu là-dessus, je vous ai dit, là, on peut reconstituer la protection sociale. On peut la reconstituer à l'identique. Par contre, je vous ai dit aussi que, puisqu'on est en expatriation, il fallait s'affilier au régime local. En fait, quand on est en expatriation et qu'on décide de reconstituer la protection sociale française parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur ou c'est quelque chose qui est important dans le projet d'expatriation, en fait, on va être dans une combinaison. C'est ce que Julie a appelé le régime hybride. Et ce régime hybride, ça va être le régime local plus ces assurances volontaires, Caisse des Français de l'étranger, CAFEX ou France Travail International. Et le fait de cotiser finalement dans les deux endroits et pas forcément, on le voit très souvent dans notre travail de conseil aux entreprises, ça peut être une solution qui, en plus d'être rassurante pour les salariés qui partent, être une solution qui peut être très intéressante pour l'employeur. Parce que les règles d'expatriation et de paiement des cotisations sociales volontaires sont très différentes des règles en matière de détachement, où là, on va en parler, on reste sur une assurance sociale française, mais obligatoire, c'est-à-dire comme vous la connaissez aujourd'hui si vous êtes salarié. On dit quelque chose? Non, sur l'expatriation, alors on fait beaucoup de simulations chiffrées quand on a des clients qui nous contactent pour transférer des salariés à l'étranger. Et comme l'a très justement dit Julie, c'est vrai que l'expatriation, donc je vous le rappelle, on cotise dans le pays d'accueil, couplé aux cotisations volontaires dont Rachida nous parlera un petit peu tout à l'heure,
peut être économiquement très intéressant. C'est vraiment une solution à regarder, à envisager. Vous savez, en France, on a les cotisations sociales les plus chères du monde. On a une couverture sociale qui est extrêmement bonne également. Donc, on a des salariés qui sont attachés à cette couverture sociale française. Donc, il faut aussi qu'on les rassure. Et le fait d'avoir cette couverture volontaire dont Rachida vous parlera est quelque chose qui est très important et très rassurant pour les salariés et qui, économiquement pour l'employeur, peut être très intéressant. Les pays qui ont des taux et des montants de cotisation proches de la France sont l'Italie et la Belgique. Ça reste inférieur aux cotisations sociales françaises, mais ce sont deux pays pour lesquels parfois le détachement reste une solution économiquement plus avantageuse. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se poser ces questions-là avant de partir. Bien sûr, la première question, c'est la couverture du salarié et de sa famille, l'accompagnante. Mais évidemment, quand on est employeur, on a toujours cette gestion et cette économie ou pas de cotisation, tout en assurant un même niveau de couverture sociale des salariés qui partent en situation de vulnérabilité. Donc voilà, c'est un tout, c'est un ensemble, mais ce sont vraiment des questions importantes qu'il faut se poser avant de partir. Sur la notion de détachement, alors le détachement, c'est une exception. On vous le rappelle, comme Julie vous l'a dit, l'expatriation reste le principe, ça veut dire qu'on cotise dans le pays dans lequel on travaille. Le détachement reste une exception, et cette exception n'est possible qu'en vertu de textes, évidemment, qui nous autorisent à le faire. Ça peut être fait au regard du règlement européen, qui nous permet de détacher ce règlement européen qui est très complet, avec de nombreux articles, et puis un règlement d'application également, que vous retrouvez très facilement, le 883/2004, et le règlement d'application qui suit, et qui permet d'avoir une unicité de cotisation et de législation applicable, et qui permet de déterminer le pays dans lequel vous devrez être affilié, au regard de votre situation de mobilité internationale, de détacher les salariés, c'est-à-dire de les maintenir. Détachement, c'est toujours le maintien au système social du pays d'origine. Donc, pas d'affiliation au régime de sécurité sociale du pays d'accueil, contrairement à l'expatriation dont Julie vous a parlé. Donc, détaché, on reste affilié au régime de sécurité sociale du pays d'origine. Donc, ça, c'est possible en Europe, au regard de ce règlement européen. Mais la France a également conclu un certain nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale, une quarantaine environ, que vous retrouvez très facilement d'ailleurs sur le site du CLES. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà d'aller voir, mais il y a une quarantaine de conventions bilatérales qui permettent ce détachement au regard de ces conventions bilatérales. Et puis, on a un dernier texte de droit interne français. Purement français. Donc ça veut dire que ce n'est pas un accord entre la France et le pays d'accueil. Donc c'est le droit interne français qui nous autorise aussi à détacher. C'est-à-dire qu'en l'absence d'envoi du salarié en Europe ou dans un pays lié par la France par le biais d'une convention bilatérale, vous avez, en tant qu'employeur, la possibilité de maintenir le salarié au régime social français. Mais comme c'est un texte franco-français, issu du Code de la Sécurité sociale, ça veut dire que là, ça ne nous exonère pas du paiement des cotisations sociales dans le pays d'accueil. Donc ça veut dire que là, il y a vraiment un doublement du paiement des cotisations sociales. Donc ça, c'est quand même rarissime. On le voit dans des cas effectivement très spécifiques. Oui, c'est très rare, effectivement. Mais sachez que le détachement, qui est une exception, donc maintien dans le pays d'origine, n'est possible qu'en vertu de ces textes. Et quand on parle de détachement, on reste affilié, alors si on prend l'exemple d'un Français qui part à l'étranger, on reste affilié au régime social français avec les mêmes règles d'assiette, de plafond et de taux que le salarié pouvait connaître avant de partir. Et comme on vous l'a dit, les cotisations sociales françaises étant les plus chères du monde, c'est quand même une option qu'il faut vraiment étudier parce que économiquement, ce n'est pas la solution la plus avantageuse. Après, tout dépend aussi de la durée de la mobilité internationale. C'est vrai que si on a un salarié qui part sur un an, qui a une situation un petit peu particulière, et puis encore une fois en fonction du pays d'accueil aussi, ça peut être une solution envisageable. Voilà. Mais ça reste une exception.
Nous, on le voit aussi souvent, soit effectivement sur des périodes assez courtes, parce qu'on ne va pas lancer une usine à gaz pour s'affilier dans le pays d'accueil, aller faire des affiliations aux volontaires pour 6 mois de temps. Ça n'a pas de sens. Et ça peut être économiquement intéressant, mais c'est vrai que sur l'administratif, on ne s'y retrouve pas. On le voit aussi en fonction voilà, parfois de l'âge du salarié qui va partir. Quelqu'un qui part en fin de carrière, c'est pareil. On va essayer, l'employeur, en fait, en général, tente de le maintenir sur le système français, surtout quand il a toujours cotisé en France, pour terminer, en fait, la carrière selon les mêmes règles que ce qu'il a connu. Mais c'est vrai que c'est quand même des cas très particuliers. C'est très particulier. Et là, vous le voyez, dans le pays d'accueil, la différence de l'expatriation, c'est que là, le détachement, quand vous avez le certificat de détachement, donc ça suppose d'avoir un papier, il faut avoir un certificat, ça va permettre de ne pas avoir à payer de cotisation sociale dans le pays d'accueil, alors même que vous y travaillez, sauf le cas particulier du détachement de droit interne, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment ce que le document qui vous sera délivré par les autorités compétentes qui permettra de justifier de l'exonération dans le pays d'accueil. Voilà. Il ne faut pas oublier que ça reste une exception en vertu d'un texte. Et effectivement, s'il y a un texte, eh bien, il faut le certificat de détachement au regard du règlement européen ou de la convention bilatérale de sécurité sociale. Encore une fois, peut-être tordre le cou à l'idée reçue, c'est pas parce que vous gardez un contrat français que vous êtes automatiquement détaché d'un point de vue de la sécurité sociale. C'est pas la nationalité du contrat qui fait la nationalité des cotisations sociales. Il faut vraiment faire des démarches, elles sont faites par l'employeur ou par nous? Alors, elles peuvent être faites par l'employeur, elles peuvent être aussi réalisées par le salarié. Quand on a le cas d'entrepreneur aussi, on peut faire des détachements pour compte propre. Enfin voilà, ça peut être fait à divers niveaux. Nous, ce qu'on voit le plus souvent, mais parce qu'on accompagne effectivement plus dans l'entreprise, c'est que c'est l'employeur qui a la charge de faire. C'est vrai. Mais nous, on doit le vérifier en fait pour être sûr. Vous devez le vérifier et puis vous devez aussi avoir des justificatifs éventuellement, parce qu'on parlait du formulaire, notamment en Europe, du formulaire 1 qui permet de justifier que vous ne payez pas de cotisation. Vous pouvez avoir besoin de documents portables qui s'appellent les documents S1 pour justement aller vous inscrire en local et pouvoir bénéficier de la protection sociale dans le pays d'accueil, tout en continuant à cotiser au pays. Il faut aussi prendre combien de temps à l'avance? Ça dépend. Ça dépend. 3 mois, vous êtes là. 3 mois, c'est bien. Voilà, ça devrait être bien, 3 mois. Parfois, ça va très vite. Parfois, il y a des questions. Oui, mais il vaut mieux prévoir. Mais il faut anticiper. En fait, la mobilité internationale, et ce sont les questions que nous avons tous les jours de la part de nos clients, c'est vraiment une situation qui s'anticipe. C'est sûr qu'on a des contraintes opérationnelles. On voudrait que le salarié soit directement opérationnel dans le pays d'accueil, qu'il ait toutes les formalités en immigration, qu'il ait l'avenant, qu'il soit inscrit aussi potentiellement au registre fiscal local, que toutes les formalités soient accomplies, mais c'est quelque chose qui s'anticipe, toujours. Et l'inscription au registre fiscal registre fiscal local, ça se fait quand on arrive ou oui, en général, oui. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays. Tout dépend des pays. Ouais. Il y en a, il faut s'inscrire avant? Oui. Alors, en général, c'est une fois sur place. Mais ça aussi, il y a des délais incompressibles. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Et parfois même, on a aussi des régimes fiscaux de faveur pour les nouveaux impatriés, pour les nouveaux entrants dans les pays, qui préconisent que pour avoir droit à ce régime fiscal de faveur, l'inscription et les démarches doivent être faites dans un délai particulier. Donc, tout ça s'anticipe, donc il faut bien regarder, effectivement. Les délais quand on arrive. Oui, tout à fait. Par exemple, le Portugal. Exactement, le Portugal. Voilà, exactement. C'est un pays dans lequel je crois que le délai est de 6 mois, effectivement. Sinon, vous pouvez rester, mais vous n'aurez plus le régime de faveur. D'accord. C'est un peu Donc, sur le détachement, effectivement, quand on détache un salarié depuis la France, donc même règle d'assiette, de taux, de plafond au niveau des cotisations sociales, ça veut dire aussi que lorsqu'on envoie un salarié à l'étranger, souvent il y a un package avec un différentiel coût de vie qui est donné par l'employeur,
Très souvent, le logement est payé également par l'employeur. Potentiellement, on a des frais de scolarité pour les enfants qui sont pris en charge par l'employeur. Tous ces avantages, en nature ou en espèces, doivent également être intégrés dans la base des cotisations sociales françaises si vous détachez un salarié de la France vers l'étranger. Donc, vous me voyez venir, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le montant des cotisations sociales françaises étant très élevé, ça fait augmenter le niveau des cotisations sociales, bien entendu. Il y a des seuls salaires. Alors après, on a d'autres moyens. On a d'autres moyens. On a beaucoup de clients, employeurs, qui envoient des salariés dans des situations qu'on appelle d'égalisation sociale et fiscale. Ça veut dire qu'on leur garantit un salaire net en poche, équivalent au salaire que le salarié avant de partir. Donc, en gros, on part du brut, on déduit les cotisations sociales françaises qu'il avait sur la base des éléments rémunération, potentiellement variables et potentiellement les éléments qu'il avait avant de partir. Et on déduit l'impôt pour avoir un salaire net en poche. Et de ce salaire net, on a beaucoup d'employeurs qui appliquent cette politique de mobilité internationale et qu'on appelle l'égalisation sociale et fiscale pour maintenir ce niveau de salaire net en poche. Et ce qu'on fait dans le pays d'accueil, on fait ce qu'on appelle une courbe en U, un exercice de gross up. Ça veut dire qu'on part de ce salaire net qu'on a déterminé avant de partir et on dit combien faut-il donner dans le pays d'accueil pour que, après paiement des cotisations sociales locales ou pas, et de l'impôt local, il faut le salarié ait un salaire net maintenu. Donc on remonte avec cette courbe en U, on fait la descente pour le net français et on remonte dans le pays d'accueil pour déterminer le montant brut à verser pour qu'on soit certain que le salarié perçoive son net. Voilà, c'est ce qu'on appelle un calcul de gross up, de courbe en U, de rebrutage. On a différentes terminologies aussi en fonction des clients. Exactement. Mais ce qui est bien important de comprendre là, c'est qu'en détachement, on n'a pas le choix. On est obligé d'intégrer dans l'assiette des cotisations sociales françaises tous les éléments liés à la mission. Qu'on le fasse en descente, et dans ce cas-là, effectivement, ça vient baisser le salaire, ou qu'on le fasse en remontée pour que ça finalement fasse un budget plus élevé pour l'employeur. Mais on est obligé. Si je reviens sur l'expatriation, je vous ai dit, on est selon les règles locales de sécurité sociale. En général, les sécurités sociales locales peuvent être très, très intéressantes, voire très limitées, notamment en Europe. Et puis, je vous ai dit, mais par contre, on peut reconstituer la protection via les cotisations volontaires. Et je vous ai dit que dans ce cas-là, on parlait d'un salaire de référence. Le salaire de référence, on n'a pas du tout l'obligation de réintégrer tous ces éléments. On peut se limiter, c'est ce que font la plupart des employeurs, au salaire que la personne avait avant de partir. Comme ça, on est droit dans les yeux, on peut dire, je te garantis la même protection sociale que celle que tu avais avant de partir sur ton salaire. Mais vous voyez bien, entre juste le salaire avant de partir et le salaire plus les avantages, il y a un vrai différentiel de coût entre l'expatriation et le détachement. Et c'est vrai que c'est un peu contre nature de se dire, je paye à 2 endroits au lieu d'un seul, et pourtant, ça va être peut-être moins cher. Oui, dans la plupart des cas, c'est vraiment moins cher. Donc, il faut vraiment passer le pas et de se dire que cette solution d'expatriation plus protection sociale volontaire, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, à la fois pour l'employeur d'un point de vue coût, et également pour le salarié, parce que le salarié, lui, il a le maintien de protection sociale, retraite, etc. etc. Puisque la partie volontaire peut être prise en charge et l'est souvent par l'employeur. Alors, elle peut, c'est pas une obligation, c'est vraiment contractuel. Mais dans ce que Julie présentait, ces espèces de courbes en U, là, comme on part sur un salaire net de charges sociales et d'impôts dans la descente, en fait, on considère que le salarié a déjà payé sa part de cotisation sociale, comme s'il était en France. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la protection volontaire, elle est en général prise en charge par l'employeur. Non, mais ce n'est pas une obligation, ça c'est vraiment contractuel. C'est exactement. Et par rapport aux cotisations volontaires, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que si c'est pris en charge par l'employeur, c'est considéré comme un avantage dans le pays d'accueil, dans la plupart des cas, qui est soumis aux cotisations sociales et à l'impôt également. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans le coût global
liées à la mobilité internationale. Et c'est pour ça que le fait de faire des simulations chiffrées avant départ permet d'avoir un bel aperçu de la note finale. Surtout qu'en général, les salariés ne coupent pas pour une année. Voilà, c'est 2, 3, 4, 5. Et ce qui est important de dire aussi, ça me fait penser à ça, c'est qu'effectivement, le détachement est toujours limité dans le temps. Que ce soit au regard du règlement européen ou des conventions bilatérales de sécurité sociale. C'est 5 ans en général. Voilà, il faut partir là-dessus, c'est 5 ans maximum. Et au bout de 5 ans, si vous avez un salarié qui reste dans le pays d'accueil, eh ben, vous revenez au principe que Julie vous a énoncé tout à l'heure, de l'expatriation. Donc le salarié va obligatoirement basculer sous le régime social du pays d'accueil. Et aucun choix possible. Et du coup, question complémentaire, est-ce que ça ne relève pas plutôt un petit peu de la négociation salariale? Parce que potentiellement, l'employeur peut dire, voilà, il y a un besoin dans ce pays, sachant qu'en tant qu'employé, on pouvait être plutôt volontaire pour partir. On a potentiellement un contrat local. Après, je comprends qu'on ne dit pas toujours expatriation et sur le côté protection et sur le côté contractuel. Mais en tout cas, ils peuvent dire, est-ce que c'est potentiellement à vous de vous débrouiller pour la partie complémentaire volontaire, en fait. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Tout à fait. Là, ça fait partie des cas, justement. Ouais, il y a beaucoup de contrats locaux qui sont aussi affiliés à la CFE, de manière volontaire. Hein, ça peut être incestueux. En fait, là, ce qu'on vous explique aujourd'hui, c'est les différentes possibilités en termes de droit du travail pour pouvoir vous expatrier. Mais derrière, moi, je vais passer sur une présentation où il y a la possibilité d'être affilié à la CFE, soit à titre individuel, soit par le biais de son employeur. C'est à peu près les mêmes couvertures, c'est pas les mêmes cotisations, mais souvent, effectivement, nous, on nous dit, en France, on se pose pas la question, donc il y a la part employeur, il y a la part salarié. Comment ça se passe à l'étranger? Et vous avez complètement raison de dire que c'est de la pure négociation. Donc, il y a des employeurs qui se calent sur le modèle français. Il y en a qui ne prennent rien du tout en charge parce que on est sur du contrat local et on travaille pour une entreprise locale, donc qui ne connaît pas nécessairement le système de protection sociale français. Et puis, il y a des employeurs qui vont prendre en charge toute la cotisation. Et après, c'est à nous d'étudier, parce que potentiellement, le contrat local pourrait être quand même déjà un peu intéressant avec de la complémentaire selon ce qui est négocié dans le pays. Tout ça, ça dépend des entreprises. Ça dépend du pays, ça dépend des entreprises, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, vous conseillerez en amont de bien confirmer qu'est-ce qui est compris. Est-ce qu'on a un contrat justement avec forcément de la protection locale? Et est-ce que l'entreprise a déjà prévu quelque chose d'un peu plus avantageux avec de la complémentaire? Et après, on peut consulter la CFE et faire un petit peu l'analyse des écarts éventuellement. Oui, alors ça, c'est une bonne approche. Mais il faut savoir que quand vous partez comme ça par le biais d'un employeur, il faut quand même un peu savoir, un petit peu en amont, combien de temps vous comptez rester. Ce que vous comptez y faire, si vous allez changer de pays derrière, je ne vais pas dévoiler toutes les saillies, mais tout ça, ça a des impacts. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous quittez le système de protection sociale français, ça peut avoir des conséquences pour la suite. Et quand vous partez comme ça par un employeur qui vous met en place un package, on appelle ça des packages d'assurance santé ou privée, parfois ils peuvent vous mettre en rupture avec le système français. Et pour réintégrer le système, parce que soit vous rentrez en France, soit parce que vous allez dans un autre pays où il n'y a pas de système de protection sociale ou autre, quand vous rentrez en France, il est possible que la sécurité sociale vous applique une carence, donc une période pendant laquelle vous cotisez, mais pour laquelle vous ne pouvez pas prétendre les droits. Et si vous avez besoin d'une solution CFE, une Caisse des Français de l'étranger, en parallèle, là, pareil, on va vous appliquer des carences parce que vous n'aurez pas adhéré dans la continuité du système français. Voilà, il y a plusieurs choses, mais je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Alors, on va peut-être... c'est rapide. Oui, on savait bien ce que il y a plusieurs questions, mais en fait, c'est la même question en général. Comment ça se passe pour le cas d'Espagne, pour un retraité, quelqu'un qui va en Espagne, qui prend sa retraite en Espagne, au niveau des cotisations, est-ce qu'il y a des mutuelles là-bas, voilà.
Je vais en parler dans la présentation. On en parle après, ok. Voilà, c'est juste pour mentionner la question. Sur le règlement européen, donc on vous a mis quelques slides simplement pour vous dire que c'est un règlement européen très abouti qui prévoit le cas de détachement dont on vous a parlé, mais également les cas de pluriactivité. La pluriactivité, c'est lorsqu'on travaille dans plusieurs États ayant signé ce règlement européen. Et l'avantage de ce règlement européen, c'est qu'il prévoit une unicité de législation et de cotisation. Ça veut dire qu'on a beau travailler dans plusieurs pays, grâce aux articles 13 du règlement européen, on sait directement dans quel pays on doit cotiser. Donc ça, c'est un accord aussi entre les différents pays en fonction des règles, en fonction aussi du temps de travail, puisque la pluriactivité ne se déclenche qu'à partir du moment où on a au moins 5% de son temps de travail dans un pays ayant signé le règlement européen. Et grâce à ce règlement européen, on sait directement dans quel pays on doit cotiser. Alors, c'est pas simple. Il y a beaucoup d'alinéas, beaucoup d'articles, mais voilà, on y arrive toujours. Et après, ce sont des accords aussi entre les différents pays. On va peut-être passer à la partie. Alors, c'est vrai qu'on n'est plus dans le choix. Voilà, On n'est plus dans le choix. c'est ça. On doit appliquer les règles. Et par contre, effectivement, dans le cas où on se retrouve avec une législation applicable qui n'est pas la législation française, on peut dans ce cas-là, choisir de compléter cette protection sociale locale, justement aussi par les contributions sociales volontaires. Mais on n'est plus tellement dans le choix. Non. Ça, c'est le règlement européen qui nous dicte un petit peu les règles. On va passer à la CFE. J'ai juste une question sur ça. Ça veut dire que si on travaille dans plusieurs pays européens, mais aussi en dehors de l'Europe, ça s'applique? Alors, le règlement européen n'est applicable qu'aux pays de l'Union. Voilà. Et en revanche, sur les autres pays, alors il y a des conventions bilatérales ou pas. Mais je veux dire, ça n'annule pas si la personne travaille dans 3 pays européens et un pays en dehors de l'Europe. Alors, Est-ce que ça... c'est complexe, Ouais. assez complexe. C'est assez complexe parce qu'on revient au principe de l'expatriation. Autant on peut avoir le règlement européen qui peut nous dicter, mais si derrière on travaille dans un autre pays, sachez que les conventions bilatérales ne prévoient absolument pas la pluriactivité. Jamais. Il n'y a que le règlement européen qui le prévoit. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On va faire une analyse. Ouais. Voilà. Et en fonction des pays, eh ben, potentiellement, il n'y a pas de convention bilatérale non plus. Donc, ouais. Il faut bien regarder dans le Bon. Oui, pardon. Non, parce que je suis réservée, je suis désolée. Donc, on vous a beaucoup parlé donc, de protection sociale et de contrat d'expatriation et de détachement. Donc, moi, je suis Rachida Kassi, j'interviens pour la Caisse des Français de l'étranger. J'ai en charge la partie de communication et de développement et surtout d'information en fait, auprès des personnes qui ont un projet d'expatriation. Alors, on a la possibilité de souscrire à cette assurance volontaire, à cet organisme de sécurité sociale volontaire, comme je disais tout à l'heure, soit parce qu'on est un particulier, qu'on part à l'étranger à titre individuel et donc on prend en charge sa propre cotisation de sécurité sociale, de CFE du coup, ou soit parce qu'on est un employeur et qu'en fonction du profil qu'on expatrie, on décide de souscrire à la CFE pour le compte de son collaborateur. Donc, en quelques mots, la Caisse des Français de l'étranger, CFE, c'est un organisme, je le disais, de sécurité sociale spécifique pour les Français qui vivent à l'étranger. Donc là, on est effectivement plus sur des contrats d'expatriation ou des contrats locaux. En revanche, si on est détaché, comme le disait Julie et Julie, Il ne faut pas te tromper. on ne peut pas être à la fois détaché de sécurité sociale et en même temps être couvert par la CFE. On ne peut pas souscrire à deux organismes de base et de toute façon, en cotisant à la sécurité sociale, en détachement, on envoie ses feuilles de soins et on est couvert par la sécurité sociale. Donc la CFE transpose le modèle de sécurité sociale français, ou en tout cas son équivalent, partout dans le monde. Donc on est régi par le Code de la sécurité sociale, on a affaire à une réglementation qui peut être assez stricte, et donc notre cœur de métier, c'est effectivement, quand je dis de transposer les règles de sécurité sociale, donc c'est de couvrir les assurés sur des prestations de santé, donc de l'assurance maladie, maternité, invalidité, sur des indemnités journalières en cas de travail, d'arrêt de maladie, sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, et
sur la retraite. Et on va passer du temps un peu sur la partie retraite, puisque à l'étranger, outre le détachement sécurité sociale, la CFE est le seul organisme qui peut permettre aux expatriés de continuer à cotiser au système de retraite français dans les mêmes conditions que s'ils travaillent en France. Mais j'y reviendrai. Donc, je le disais, on est présent partout dans le monde. On couvre un peu plus de 110 000 clients. On couvre un peu plus de 200 000 bénéficiaires partout dans le monde. Et on conseille à la fois des entreprises, comme je le disais, c'est 36% de nos adhérents. Et le reste, donc un peu moins de 70%, c'est des particuliers qui adhèrent à la CFE à titre particulier, individuel. Une autre particularité, donc, c'est de véhiculer les valeurs de la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. Donc, on n'a pas de questionnaire médical, on n'a pas d'exclusion médicale. On peut souscrire à la CFE à tout moment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est le principe de la sécurité sociale, hein, c'est l'universalité et la solidarité. On n'a pas de limite d'âge comme peuvent avoir les assurances privées. Et donc, quel que soit son statut sur la partie santé, qu'on soit salarié, retraité, inactif, on peut être couvert par la CFE. Ce ne sera pas le cas pour la partie prévoyance ou la retraite où il faudra être spécifiquement salarié, enfin exercer une activité salariée. En revanche, sur la santé, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On va beaucoup parler de continuité des droits. Donc, effectivement, étant un régime de sécurité sociale, on couvre dans la continuité. Donc, quand vous souscrivez à la CFE au départ de France, il n'y a pas de carence. On prend en charge toutes les pathologies existantes et de toute façon même à l'étranger, mais il n'y a pas de carence en fait quand vous partez de France. Par contre, si vous souscrivez après un délai de 3 mois après avoir quitté le territoire français à la CFE, on pourra vous appliquer une carence pouvant aller de 3 à 6 mois. Donc ça veut dire que c'est une période pendant laquelle vous allez cotiser, mais pendant laquelle vous ne pourrez pas prétendre à des remboursements. Dans la plupart des produits qu'on propose, on rembourse donc les soins à l'étranger, puisque c'est notre cœur de métier, mais ça comprend également les soins réalisés en France dans le cadre de séjours temporaires, puisque logiquement, on couvre des personnes qui vivent à l'étranger, mais qui ont la possibilité ou la capacité à pouvoir rentrer régulièrement en France pour X ou Y raison et en profiter pour se faire soigner. Donc c'est en ça aussi qu'on peut garder le lien avec le système de protection sociale français. Et la carte vitale est cet élément moteur en fait, qui permet de vraiment continuer à se faire soigner dans les mêmes conditions que si on continue à résider en France. Donc vous, en souscrivant la CFE au départ de France, vous conserverez votre carte vitale. Si vous êtes expatrié depuis plus longtemps, la CFE est en capacité de recréer, de rééditer une carte vitale, mais c'est la même que lorsqu'on réside en France. Et lors de séjours temporaires, vous avez la possibilité, en allant vous faire soigner et en présentant cette carte vitale, de ne pas avoir avancé les frais lorsque le professionnel de santé accepte cette carte vitale, de ne pas avancer les frais sur la part de remboursement CFE. Enfin, comme en France, quand c'est la sécurité sociale qui rembourse. Par contre, à l'étranger, on ne peut pas l'utiliser. Non, c'est un système qui s'utilise uniquement en France. Et le fait d'avoir la carte européenne qu'on peut demander aussi sur Amélie, ça pareil, ça va être transposé. Tant qu'on est à la CFE, on pourra... Non, alors, la carte européenne, c'est un dispositif lié à la sécurité sociale, donc à la CPAM, et elle est utilisable uniquement dans le cas de soins d'urgence, inopinés. C'est pas la même chose. Côté CFE, vous pouvez, tout en résidant à l'étranger, vous dire je suis dans un pays où il y a un système de protection, où les établissements sont saturés, où il n'y a pas assez de médecins, etc. Je rentre 2 fois par an en France. Donc, 1, je conserve mes professionnels de santé. Et 2, je peux exprimer je peux prendre rendez-vous en avance et je peux exprimer mes pathologies, mes mots en français, dans ma langue maternelle. Ça aussi, ça peut être important. Et on prend en charge aussi dans les mêmes conditions qu'en France les téléconsultations. Ça veut dire que, parfois, dans beaucoup de pays du monde, le système public de sécurité sociale local auquel vous aurez accès peut être saturé ou moins performant que le système privé. Et donc, forcément, vous n'êtes pas habilité peut-être à pouvoir rentrer régulièrement en France pour vous faire soigner. Donc, la téléconsultation peut être une solution de remplacement en attendant de pouvoir venir en France.
Et donc, comment ça se passe pour se faire rembourser de l'étranger? Alors, vous allez vous faire soigner à l'étranger. Vous allez avoir une facture ou une feuille de soins. Et en étant adhérent à la CFE, vous aurez un espace dématérialisé. Et donc, alors après, mutuelle ou pas mutuelle, ça va dépendre du circuit, mais on va partir du principe que vous n'avez pas de complémentaire santé. Vous aurez juste à déposer votre feuille de soins en ligne depuis votre espace personnel. Et là, le remboursement s'opérera selon les règles de la sécurité sociale transposées à l'étranger. Et puis parfois, donc, si vous êtes avec une mutuelle avec laquelle on a des accords, soit une fois que le remboursement CFE a été fait, il y a une information qui est faite à la mutuelle et ça déclenche le paiement de la mutuelle. Ou parfois, il y a des mutuelles avec lesquelles vous déposez directement la feuille de soins dans l'espace dématérialisé de la mutuelle et il y a un seul remboursement qui est opéré qui regroupe CFE plus complémentaire. D'accord. Donc, s'il y a accord, la télétransmission est possible. Ça arrive avec certaines mutuelles. Alors, télétransmission à l'étranger, c'est. Alors, télétransmission avec la carte vitale en France, ça va fonctionner puisqu'on est intégré dans le système de la carte vitale. À l'étranger, on ne va pas parler de télétransmission. Vous avez quand même une action à faire en tant qu'assuré. C'est notifier, enfin, déposer cette demande de remboursement sur l'espace personnel. Ce qui va changer, c'est que soit vous allez le faire directement sur l'espace de la complémentaire santé, soit vous allez le faire sur l'espace de la CFE. Et donc, justement, en termes d'assurance santé, donc là, je vous présente les offres que l'on propose à titre individuel. Donc, ça veut dire que, c'est ce que je disais dans mon exemple, c'est une personne qui part à l'étranger, quel que soit son statut, et qui prend en charge ses cotisations. Ça ne veut pas dire que derrière, il peut y avoir un financement de l'employeur, mais en tout cas, nous, on assure l'individu et l'assuré a en charge le paiement de ses cotisations. Donc, libre à vous, derrière, de dire, moi, j'ai souscrit cette assurance-là, soit vous me remboursez en tant qu'employeur, soit vous avez une petite contribution. Donc, le produit classique, c'est le Monde Expat Santé. Il a la particularité de couvrir les frais de santé partout dans le monde. On l'a vu, hein, quel que soit le pays. Et ce n'est pas parce que, enfin, on couvre le pays de résidence, mais également tous les pays du monde. Et ça inclut également les soins en France. Et je vais parler de séjour temporaire parce que on a vu tout à l'heure que le droit à la protection sociale est conditionné à la territorialité. Moi, je parle à la résidence. Donc, à partir du moment où on a quitté le territoire français depuis plus de 3 mois, on n'est plus considéré, au titre du droit social, hein, comme résident français. Et donc, normalement, on n'a plus de droit à la sécurité sociale. Sauf dans les cas de détachement ou autres. Mais voilà, je peux se compléter. Hein. C'est exactement ça. C'est pas le fait d'être français, C'est ça. qui donne droit à la protection sociale française. Il faut soit une condition de résidence, c'est ce que tu disais, soit des cotisations. On peut être français, avoir une carte vitale qu'on a dans son portefeuille depuis 20 ans. Si on n'a pas fait de cotisation, ben cette carte vitale, elle ne servira à rien. Il n'y aura pas de cotisation. C'est ça, tout à fait ça, exactement. Donc, du coup, il y a contrario, quand on quitte le territoire français depuis plus de 3 mois, on n'est plus considéré comme résident français. Et donc là, soit on est couvert localement, soit on a des solutions comme la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, ou des assurances privées pour continuer à être couvert. Donc, quand je dis dans le monde expat que ça intègre des soins de santé en France, c'est sur des séjours temporaires. Donc, de 3, on peut avoir une petite souplesse sur des séjours ou des soins de plus de 6 mois. En moyenne, il faut avoir des séjours des soins qui s'étalent sur moins de 3 mois en France pour être en règle avec, en conformité avec au regard du droit et de la loi. Donc, séjour temporaire comme en France, et c'est là qu'on utilise sa carte vitale, etc. On a cette même garantie pour l'employeur. Donc, en fait, la garantie qu'on propose à l'employeur, c'est les soins partout dans le monde, y compris en France. La seule différence, ça va être la cotisation. Donc, sur ce modèle-là, à titre individuel, la cotisation va dépendre de l'âge de l'assuré et de sa composition familiale, solo ou famille, sachant que la cotisation est la même en famille, que l'on soit 2 ou que l'on soit 4 sur le contrat. Ça ne va pas être le cas auprès d'assureurs, d'assurance privée,
où la cotisation dépend vraiment du nombre de personnes à couvrir, de leur âge, de leur pathologie, etc. Et effectivement, donc côté employeur, la cotisation va plutôt dépendre du salaire brut annuel du salarié, de son âge et du nombre de salariés que l'entreprise expatrie. Et donc là, ça donne un tableau des cotisations que l'on peut retrouver directement sur le site de la CFE, www.cfe.fr, dans la rubrique Mes documents. Donc, nos tarifs sont publics et voilà, il n'y a pas de sujet. Donc la déclinaison du monde expat pour les moins de 30 ans s'appelle Jeune Expat Santé. Donc c'est la même couverture santé, mais pour les moins de 30 ans. C'est une cotisation qui est légèrement inférieure à ce que l'on peut retrouver au reste du tableau des cotisations. Dans le cas où, dans certaines assurances, ou dans certains pays à l'étranger, on peut avoir des systèmes de protection sociale qui sont obligatoires pour résider ou pour travailler dans ces pays-là. Il faut cotiser localement et parfois, ce n'est pas forcément utile de cotiser en plus à la CFE, sachant que dans certains pays, en fonction du coût de la santé, en plus de cotiser à la CFE, il faut en plus de ça avoir une complémentaire santé. Donc pour éviter ça, on a créé le produit France Expat Santé qui vous permet de rester couvert localement et de répondre aux obligations locales et donc d'utiliser cette assurance locale dans le cadre de vos remboursements à l'étranger. Et pour conserver ce lien avec la France, de ne souscrire qu'au produit qui s'appelle France Expat Santé. Et là, il a pour particularité de ne couvrir que les soins réalisés à l'étranger, en France. Mais par contre, c'est la même position, c'est qu'on est sur des séjours temporaires. Il faut séjourner en France sur une période de moins de 6 mois. Sans occupation. Oui, c'est ça. Et pour les retraités, on a le produit Retraite Expat Santé. C'est là que je vais répondre à la question. Alors, le produit Retraite Expat Santé, il s'adresse donc aux personnes qui touchent une pension de retraite française et qui ont, alors là, il y a des pays à convention et des pays hors convention, mais si on va dans un pays où il n'existe pas de convention entre la France, de convention de sécurité sociale entre la France et ce pays à l'étranger, il faut avoir cotisé minimum 15 ans à un système de retraite français. Pourquoi? Parce que quand on cotise, quand on a cotisé 15 ans et qu'on a une pension de retraite française, on a une cotisation sécurité sociale qui est prélevée de la pension directement et qui donne droit à remboursement côté sécurité sociale. Donc pour les séjours en France, c'est la sécurité sociale, la CPAM de son lieu de résidence, qui va prendre en charge les remboursements des soins des retraités. Et donc le produit retraite expat santé ne va intervenir, la CFE n'interviendra que pour les remboursements de soins à l'étranger. Donc, j'ai parlé de pays où il n'existait pas de convention, mais dans les pays où il existe des conventions, il n'y a pas de nécessité d'avoir cotisé 15 ans. Il faut juste percevoir une pension de retraite française. C'est ça, et le règlement européen. Exactement. C'est sur le CLES qu'on peut trouver la liste des pays. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui. Et mon expat, c'était pour des soins réalisés sur le lieu de résidence, plus en cas de séjour temporaire en France. C'est ça. Et si je pousse et qu'il y a des séjours temporaires dans d'autres pays, peut-être qu'on prend des vacances ni dans son nouveau pays de résidence, ni pour rentrer en France. Est-ce qu'il pourrait y avoir des choses? Okay. C'est couvert. En fait, vous avez raison de le spécifier, donc le monde expat santé, c'est partout dans le monde. Donc, mais la condition, en fait, pour souscrire à la CFE, en tout cas sur la partie santé, c'est d'être de nationalité française ou européenne et de résider à l'étranger. Donc, du coup, effectivement, à partir du moment où vous résidez à l'étranger, vous serez couvert dans votre pays de résidence. Mais si vous partez en vacances dans des pays libres, peu importe, et que vous arrive quelque chose, la CFE prendra en charge. Elle prendra en charge en fonction du coût de la santé du pays où vous avez réalisé les soins. D'accord. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transpose l'équivalent de ce que la sécurité sociale française rembourse, on le transpose à l'étranger en fonction du coût de la santé. Je vais prendre un exemple tout simple. Une consultation généraliste en France, le tarif conventionné sécurité sociale, de mémoire, il est à 28 € quelque chose, 28,50 € quelque chose. La sécurité sociale en France, elle ne rembourse que 18,55 € sur ces 28 €.
Et ben, nous, à l'étranger, quel que soit le prix de la consultation généraliste, on va rembourser 18,55 €. Donc il y a des pays, ce sera peut-être suffisant, et dans la majorité des cas, ça ne sera pas suffisant. Donc soit on a une complémentaire santé qui vient compléter le reste à charge, soit vous assumez d'avoir le reste à charge. Merci. Donc c'est ce que je disais, donc pour tous nos produits, il y a accès à un espace dématérialisé où donc on peut suivre son contrat, on peut y déposer ses remboursements, y payer ses cotisations, etc. etc. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Je crois qu'on j'essaie de dépasser le timing. Donc, au même titre que la sécurité sociale, accolée à la garantie de santé, on a l'option indemnité journalière, capital décès et invalidité. C'est tout simplement le versement d'indemnité journalière en cas d'arrêt de travail pour maladie. Donc, c'est comme en France. La CFE vient verser ses indemnités journalières pour compenser une perte de salaire. Donc là, pour motif de maladie. Pas maladie professionnelle, maladie tout court. Donc, comme en France, il y a une carence. En France, la carence, elle peut être de 3 jours. À l'étranger, donc côté CFE, la carence, elle est de 30 jours. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un arrêt de travail assez long pour que la CFE puisse indemniser. Donc, ça peut paraître long. Alors, il peut y avoir des systèmes de complémentaires qui viennent compenser et qui interviennent seuls sur les 30 premiers jours de l'arrêt de travail. Et au moment où la CFE intervient, du coup, la CFE intervient sur l'indemnité journalière de base et la complémentaire sur la partie complémentaire. Mais tout ça pour dire que, donc, du coup, ici, c'est important, si vous exercez une activité salariée à l'étranger, de vérifier que votre employeur prévoit cette indemnité journalière en cas de perte de salaire, parce que côté CFE, on transpose le modèle français. Et ce qui est important, c'est que si cette maladie est déclenchée à l'étranger et que pour X ou Y raison, vous décidez de rentrer en France et que vous êtes toujours en arrêt maladie en France, la CFE va, pendant 3 mois, après votre retour en France, continuer à vous verser des indemnités journalières. Et au bout de ces 3 mois, c'est la sécurité sociale qui reprendra la main. Là où, si vous faites le choix d'une assurance privée ou d'une assurance locale, si vous avez quelque chose à l'étranger et que vous décidez de rentrer en France définitivement, ce n'est pas dit que la sécurité sociale vous indemnise dans les mêmes conditions que si vous étiez à la CFE. Parce qu'ils ne reconnaîtront peut-être pas le fait générateur qui a eu lieu à l'étranger. Donc ça, c'est très important. Et donc, ça couvre aussi le congé maternité dans les mêmes conditions que la sécurité sociale indemnise en France. Et côté CFE, on ne parlera pas de congé paternité, mais d'allocation paternité, en fait, qui correspond effectivement à un certain nombre de congés paternité. C'est des indemnités basées sur un certain nombre de congés, donc qui sont à 10 jours, qui sont basés sur 10 jours pour une naissance sain, 16 jours pour une naissance multiple, et je crois que c'est 75 € par jour au maximum. Voilà. Les autres garanties. Je passerai de toute façon, on vous enverra le PowerPoint et voilà. Et s'il y a des questions, on y viendra. Donc, je parlais tout à l'heure de l'assurance retraite. Donc, effectivement, le fait de cotiser à la CFE, donc la CFE, en fait, est délégataire, enfin, la CNAV a délégué la gestion de la cotisation retraite à la CFE pour les Français, les Français ou autres d'ailleurs, qui travaillent à l'étranger. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est qu'en cotisant à la CFE, ça vous permet de cotiser dans les mêmes conditions que si vous étiez resté en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans le calcul de la pension de retraite, je ne vais pas détailler tout le calcul, mais on prend en compte le nombre de trimestres cotisés multiplié par la moyenne des 25 meilleures années de salaire. Ce n'est pas que ça le calcul, c'est un calcul un peu plus complexe, mais ces deux données-là sont très importantes. Donc, le fait de cotiser à la CFE vous permet de continuer à alimenter le compteur de trimestre et d'intégrer également vos salaires perçus à l'étranger dans le calcul de la pension si vos salaires perçus à l'étranger font partie des 25 meilleures années de salaire. Tout à l'heure, on parlait des conventions. On a beaucoup parlé des conventions de sécurité sociale. Effectivement, il y a des accords en fait, dans ces pays où les conventions ont été signées, où en cotisant localement,
Au moment de liquider votre pension, vous aurez la possibilité de dire « Je décide que mes périodes cotisées à l'étranger soient intégrées dans ma retraite française. » Mais là, la CNAM ne prendra en compte que les trimestres cotisés. Vous n'alimenterez que le compteur de trimestres. Et si votre salaire fait partie des 25 meilleures années de salaire, il ne sera pas intégré dans le calcul de la pension. Donc, ça peut avoir une conséquence sur le montant de la pension finale. Pareil, donc si vous avez une carrière multi-pays et que vous avez fait plusieurs pays, soit en Europe, soit plusieurs pays avec convention de sécurité sociale, de mémoire, la CNAM ne choisit qu'un seul pays. C'est un pays. Donc ça veut dire que, et ce n'est pas vous qui choisissez le pays que vous voulez faire réintégrer dans votre pension de retraite française, c'est la CNAM qui déterminera en fonction du pays où vous avez passé le plus de temps. Donc ça peut avoir une conséquence, ça peut vous créer un trou dans votre carrière française, puisque du coup, si vous avez fait à partir du deuxième pays, vous allez devoir du coup vérifier que le nombre le temps passé dans ce pays-là vous permet de prétendre à une pension de retraite locale. Donc les conditions pour pouvoir bénéficier de cette couverture retraite, c'est soit d'être né en France, soit d'y avoir vécu au moins 5 ans en France, d'avoir travaillé ou même avoir été étudiant, ça fonctionne. Et 5 ans, ça peut être de manière discontinue aussi. Ou, en dernier recours, d'avoir cotisé au moins 6 mois, dans les 6 mois dans les 6 mois avant votre période d'expatriation. Et d'exercer une activité salariée à l'étranger. Par contre, on a aussi le cas de conjoints qui accompagnent des collaborateurs à l'étranger. Et donc, dans le cas où on est le conjoint accompagnant, on a la possibilité de continuer à cotiser à la retraite française. Donc, on appelle ça sous la condition du parent chargé de famille. C'est que la condition, c'est de ne pas exercer d'activité à l'étranger et d'avoir un enfant de moins de 20 ans à charge intégré dans la famille. Et je vais passer très vite. La troisième garantie que l'on propose, c'est l'accident du travail et maladie professionnelle. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai exposé l'option indemnité journalière. Donc là c'est à peu près la même garantie. C'est juste que le fait générateur est lié à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Et donc là, on n'a pas de carence. On indemnise immédiatement en termes d'indemnité journalière, donc pour compenser la perte de salaire liée à l'arrêt de travail. Et on prend en charge tous les soins afférents à cet arrêt de travail, ou à cet accident de travail, ou à cette maladie professionnelle, à 100%. Et on n'est pas obligé d'avoir cotisé à la santé pour pouvoir prétendre à ces remboursements de soins. Donc voilà, je vais passer un peu du coup. Je m'arrête là sur les garanties. On pourra continuer à en discuter si vous avez des questions. Je vous invite à aller sur le site de la CFE pour avoir plus de détails ou nous contacter ultérieurement pour détailler les garanties. Donc en fait, quand vous dites qu'il faut avoir cotisé 6 mois quand on était avant de partir de France pour partir à la retraite, ça veut dire qu'il ne faut pas s'y prendre 3 mois à l'avance, que c'est prendre 6 mois à l'avance. C'est ça? Alors, non, c'est quand vous partez en expatriation à l'étranger, si vous voulez prétendre à la garantie retraite, oui. Si vous ne remplissez pas les conditions. Si vous ne remplissez pas les conditions d'être né en France ou d'avoir travaillé au moins 5 ans en France, ou d'avoir vécu au moins 5 ans en France, vous avez la possibilité de passer 6 mois en France, d'y travailler plus 6 mois. Oui. Et au moment où vous partez à l'étranger, donc il faut avoir ces 6 mois avant de partir à l'étranger. D'accord. Et donc là, sur ce principe-là, vous pourrez cotiser à la retraite. Mais si on est français, il n'y a pas de problème. Si on est français, il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'on a des questions en ligne? En fait, c'était surtout des questions pour des pays précis. Je pense que la meilleure réponse, ce serait de dire est-ce qu'il y a des pays où on ne peut pas avoir la CFE? Ou tous les pays du monde Alors, c'est pas aussi simple de... D'accord, ok. Parce que donc, j'ai eu des questions sur l'Espagne, sur Hong Kong et sur Québec. Pour ce qui est de ces 3 lieux, ça fonctionne très bien pour la CFE. Alors, en fait, ce que je disais, c'est qu'il y a dans tous les pays, enfin, en tout cas, la CFE intervient dans tous les pays. Mais par contre, il y a un contexte réglementaire à prendre en considération.
Et donc, en fait, il faudrait étudier ce qui existe dans tous ces pays-là. Alors, clairement, en Europe, on est sur des accords européens. Le système de protection sociale est quasiment équivalent, on va dire. Donc, on peut s'interroger de cotiser à la CFE sur l'aspect santé. En revanche, si ces personnes-là sont salariées, il peut y avoir des intérêts à cotiser à la CFE, soit pour la partie indemnité journalière, soit sur la retraite. Mais ceci n'empêche pas de devoir cotiser localement, en tout cas. C'est ce que disait Julie tout à l'heure. Et du coup, dans vos offres, parce qu'on avait vu France Expat ou non expat, si on prend le cas européen avec la question qui était posée sur l'Espagne, on a des sous-options. On peut dire je prends que IJ et que la retraite. Alors, en tant que salarié. L'option IJ, vous êtes obligé d'avoir une garantie santé de base. Donc, vous êtes obligé d'avoir un des produits Jeanne Monde ou France la retraite, parce que si on est retraité, on n'est pas salarié. Mais en revanche, donc, on a 3 garanties. La santé, l'accident du travail, maladie professionnelle et la retraite, qui peuvent se prendre de manière décorrélée. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 garanties. Vous pouvez en prendre qu'une, 2 ou... Moi, j'ai une question. Pourquoi est-ce que c'est en option les IJ, puisque dans la base de la sécurité sociale, c'est comptabilisé déjà dans le paquet, je dirais. Je dis ça parce que j'ai une cliente il y a 2 jours qui m'a appelé pour ça. Elle est à la CFE, elle est en volontariat et elle ne savait pas si elle avait le droit, en venant dans un mois pour sa grossesse, aux IJ, et du coup, si la CPM prendrait le relais dessus. Et comme c'est pas elle qui a souscrit à la CFE, elle ne savait pas trop si elle avait cette option-là. Et apparemment, c'est pas direct, c'est pas obligatoire, quoi. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Et c'est là qu'on voit un peu les limites de transposer le modèle français directement comme ça à l'étranger. Rappelez-vous, je vous ai dit que pour cotiser à l'assurance santé CFE, on peut y souscrire quel que soit son statut. Salarié, inactif, retraité, indépendant et autres. Quand on est en France et qu'on cotise à la sécurité sociale, en tout cas au régime général, on est forcément salarié et on cotise par le biais de son employeur. Donc c'est pour ça que l'option indemnité journalière, on est totalement salarié et il n'y a pas de souci. Et c'est ce que je vous disais, pour cotiser à l'indemnité journalière capital décès invalidité, il faut être salarié. Donc c'est pour ça que c'est une option qui est ouverte aux salariés. C'est pour ça que quand on est volontaire, via une association, c'est à rajouter. C'est ça. Ça veut dire qu'il faut réfléchir dans le cas de grossesse. Si on part en couple sur une durée pas si longue que ça, avoir planifié limite, même et si c'est je ne vais pas dire un accident, mais si c'était pas prévu, je peux se retrouver. Non, mais c'est une très très bonne question parce que je suis passée très vite. C'est écrit dans le petit encart ici. En fait, pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières capitalisées, donc le congé maternité typiquement, il faut avoir cotisé au moins 10 mois à cette option, ou en France. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on quitte le territoire français et qu'on souscrit immédiatement à la CFE, les 10 mois sont considérés comme si on était en France et qu'on a cotisé d'une manière ou d'une autre. Donc, si la personne part de France et qu'elle est enceinte et que elle passe à la CFE reprend le versement des indemnités journalières sans interruption. Là, dans le cas que vous citez, la personne, elle est partie à l'étranger, elle tombe enceinte, elle n'a pas pris la CFE et elle va revenir faire une partie de sa grossesse en France. Donc là, la sécurité sociale va vérifier qu'il y a les 10 mois de cotisation, y compris à l'étranger. Et s'il n'y a pas les 10 mois de cotisation, la sécurité, et que le fait générateur s'est déroulé à l'étranger, donc sans cotisation sécurité sociale, je ne maîtrise pas, mais je ne suis pas certaine qu'elle puisse prétendre à des indemnités journalières. Là, elle a la CFE et les indemnités journalières, on a vérifié. Donc voilà. Mais je sais qu'ils ont rencontré un couple qui n'était pas dans ce cas-là et que du coup, elle n'a pas pu avoir d'indemnité journalière, mais pas non plus d'allocation chômage, puisque la plupart des travailleurs en arrivant en France. Du coup, ça a été jusqu'à l'Élysée et tout. Ah oui. Ouais, c'était... Ça avait déjà arrivé un cas comme ça, oui. Effectivement, c'est... Et là, on tourne en rond. Parce que la CFE peut pas... une case, en fait. Exactement. Effectivement, et la CFE ne peut pas continuer, sauf sur des cas vraiment très particuliers. À partir du moment où la personne rentre en France, je vous le disais tout à l'heure, la CFE, son rôle, c'est de couvrir des personnes qui résident à l'étranger. Et quand la personne rentre en France, c'est censé être la sécurité sociale française. Enfin,
le RO, ou, enfin, voilà, qui doit prendre le relais. Et donc là, il peut y avoir des failles parce qu'effectivement, les indemnités journalières, c'est 10 mois de cotisation. Je crois qu'on est dans les flous, donc ça devrait pas faire. J'ai plusieurs questions sur les étrangers qui cotisent en France. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire à la CFE s'ils veulent partir Non. Pardon, excuse-moi, j'ai répondu trop vite. Excuse-moi. Des étrangers, des étrangers qui cotisent en France, Oui. qui peuvent avoir un époux, une épouse française, etc., qui cotisent en France. Est-ce qu'ils, s'ils partent à l'étranger, ils peuvent Alors, sur la partie santé, alors, tu m'as dit deux choses sur la partie santé. Alors, je l'avais dit, hein, il faut être une nationalité française ou européenne pour pouvoir être titulaire du contrat. En revanche, donc là, tu m'as dit qu'il y avait un Français dans le couple et une personne de nationalité étrangère. Voilà. Donc, pour souscrire à la CFE, à partir du moment sur la partie santé, on a un Français ou un Européen, le bénéficiaire du contrat peut être de n'importe quelle nationalité et peut même résider dans son pays d'origine. Donc, on n'a pas de critères de nationalité sur le conjoint ou bénéficiaire. D'accord. Donc, oui, Et pour les enfants? pareil. Pareil, ok. C'est bon, ça répond aux questions. Merci. Une autre question qui vient d'arriver. Question de droit. Lorsqu'un employé est salarié pour une société française mais effectue son travail en Irlande, quelles sont les obligations fiscales et couverture santé? C'est vaste. Oui, c'est très très vaste. Ouais. Exactement, c'est compliqué. J'ai découvert la question en la lisant aussi. Hein. Oui, c'est vaste. Voilà. C'est vaste. Je commence par la. Je reviens d'Irlande. Je reviens d'Irlande. Donc, alors, je sais pas, vous allez me le dire si c'est ça. Alors, effectivement, il y a une obligation de cotisation au système local, donc au système public, mais il y a deux niveaux. En fait, on peut cotiser au système public et privé. Ce n'est pas le même tarif, bien évidemment. Le public ne donne accès qu'au réseau public, donc il est assez saturé, de ce que j'ai pu comprendre. Il n'est pas très performant en termes d'outillage, etc. Donc, c'est plutôt intéressant d'avoir une assurance privée. Donc, au niveau de l'employeur, son obligation, ça va être que de cotiser au public, mais effectivement, pour avoir une bonne couverture, il faut soit une assurance locale privée, soit effectivement une CFE plus complémentaire. Merci. Alors, après, on peut Et au niveau, oui, alors au niveau des obligations fiscales, c'est très compliqué de répondre comme ça. Tout dépend de la situation de famille, de la durée d'exercice, des conditions d'exercice. Mais effectivement, très souvent, il y a des obligations fiscales dans le pays d'accueil à avoir au regard de la résidence fiscale ou du droit de l'imposition. Donc, il faut vraiment regarder, se poser la question, parce que ça s'anticipe aussi. Avec des années fiscales décalées aussi dans certains pays, pas forcément calquées sur la vie civile. Donc on est en France pour les janvier 31 décembre. Et donc, quand on déménage à l'étranger, on paye encore aussi des impôts en France et à l'étranger ou... Ça dépend. C'est très variable. C'est très variable. Alors, les conventions fiscales sont faites pour éviter les doubles impositions. Par le biais de crédit d'impôt ou de la méthode du taux effectif, qui revient à peu près au même. Mais à partir du moment où on quitte la France, où on vend la résidence fiscale française, et qu'on ne travaille plus en France, on n'a plus d'obligation de payer des impôts sur des salaires. Puisque, par définition, on a rompu la résidence fiscale et on travaille dans le pays d'accueil. Donc, les impôts sur les salaires sont payés dans le pays d'accueil, mais on peut garder des obligations fiscales liées au pays d'origine. Parce qu'on garde des revenus qu'on appelle les de sources françaises, hein, si on est dans le cadre d'un départ de France vers l'étranger. Typiquement, on a beaucoup de Français qui conservent des revenus fonciers de sources françaises, de biens immobiliers situés en France, et qui conservent des obligations fiscales françaises en tant que non-résidents. Voilà, avec des taux d'imposition particuliers. Donc, c'est vrai qu'il y a... Ça va être genre la taxe foncière ou des choses comme ça, ou c'est pire que ça? C'est pire que ça. La fiscalité, c'est le sujet. Si vous louez votre appartement, par exemple, pour vous partez à l'étranger parce que vous ne voulez pas le vendre, vous l'aimez bien, et puis ça fait quand même, ça permet de couvrir le prêt, par exemple. Ça, c'est un revenu de source française. Donc, ça veut dire qu'il va falloir continuer à déclarer les impôts en France. Et puis, non seulement il va falloir continuer à le déclarer aux impôts en France, il va falloir payer de l'impôt en France, mais selon le taux d'imposition des non-résidents, qui n'est pas exactement le même que celui des résidents français.
Donc ça peut être une mauvaise surprise. En tout cas, ça aussi, c'est le genre de choses qui s'anticipent. Mais pour revenir à la question, puis à votre question, les années de départ de France et d'installation à l'étranger, souvent, effectivement, on paye dans les deux pays. Sur la première partie de l'année en France, si on prend France le pays de départ, et sur la deuxième partie de l'année dans le pays d'origine. Et éventuellement aussi en France. Et donc, on peut avoir l'impression de payer partout, mais après, c'est quand même réparti, hein, sauf si vous partez en Angola, par exemple. J'ai ça en tête parce qu'il n'y a pas de convention. Bah là, on va avoir des situations un peu plus. On va clôturer l'événement en ligne, mais on peut continuer après pour les questions. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci.